Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau magazine C'est la santé. Pour bien commencer, on va se tenir donc droit sur nos jambes aujourd'hui pour parler vertige. Chaque semaine en France, 300 000 patients consultent pour cette raison. Mais qu'est-ce qu'un vertige? Comment savoir quand c'est grave? On verra que nos oreilles sont bien souvent en cause, car pour garder l'équilibre, notre corps fait appel à la plante des pieds, aux yeux, au cervelet, mais surtout à l'oreille interne. Alors justement, avec nous pour en parler aujourd'hui, Maya Elzière, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de clinique, assistante des hôpitaux, spécialisée dans la prise en charge des vertiges. Et Arnaud Devez, chirurgien ORL à l'hôpital Nord de Marseille et maître de conférences universitaires. Bonjour et bienvenue. Alors, entrons directement dans le vif du sujet et on va essayer de définir ce terme vertige qui est souvent utilisé dans le langage courant pour définir des malaises et un tas d'autres choses. Mais qu'est-ce que c'est pour un médecin un vertige ? Arnaud, si vous voulez commencer peut-être. Alors le vertige, effectivement, comme vous le disiez, c'est un mot qui est très utilisé pour désigner des symptômes parfois très variables. Je pense que ce qu'il faut retenir sur un vertige, c'est qu'il faut que le patient ressente une sensation de rotation, soit que la pièce tourne autour de lui, soit que lui se sente tourner au centre de la pièce, ou alors l'autre forme de vertige, un équivalent, c'est une instabilité. On se sent comme si on avait bu, comme si on était sous. C'est une pseudo-ébriété qui est un équivalent de vertige de type ORL. Alors, on l'a un petit peu dit, justement, Maya, vous nous avez emmené donc une maquette. C'est une oreille, c'est ça? Alors, il y a 3 parties dans l'oreille et c'est la partie de l'oreille interne qui est un petit peu visée dans ces vertiges. Effectivement, en fait, dans l'oreille, donc là, on a l'oreille externe avec le pavillon qu'on retrouve ici, le conduit auditif externe ou en mélotoscope avec le tympan qui est une membrane translucide, et derrière, il y a les petits osselets. Et derrière, donc ça c'est l'oreille moyenne, il y a l'oreille interne, qui est un petit peu le cerveau de l'oreille. Il est composé de 2 parties, l'organe de l'équilibre et l'organe de l'audition. On voit un petit peu le rapport étroit entre l'organe de l'équilibre et l'organe de l'audition. C'est pour ça que systématiquement, quand les patients viennent consulter, souvent on fait un test de l'audition. L'organe de l'équilibre, à proprement parler, il est constitué de 3 canaux semi-circulaires. On les voit bien là, le supérieur, le latéral et le postérieur, et 2 petites chambres qui sont l'utricule et le sacule et qui codent pour des accélérations différentes. C'est un peu des niveaux à bulles. Et enfin, le nerf de l'équilibre qui rejoint le cerveau. Donc, quand il y a un problème au niveau de l'oreille interne, ça va directement au cerveau et là, il y a un vertige qui se crée. Alors, qui est touché par les vertiges? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est plus les femmes? Toute personne peut être touchée par un vertige. C'est vrai qu'on a plus souvent des personnes âgées qui présentent, comme l'a dit le docteur Devez, des sensations d'ébriété, d'instabilité, même responsable de chute. C'est pour ça que tout patient qui présente ce type de symptômes doit aller consulter son médecin traitant. Mais effectivement, c'est assez rare chez l'enfant. On voit peu d'enfants. Mais non, il y a toute la population qui peut être touchée, que ce soit des femmes ou des hommes. Alors, on dit qu'il y a des vertiges plus ou moins graves. On parle de faux vertiges, de vrais vertiges. Quels sont les signes en fait qui doivent amener à s'interroger? Alors effectivement, c'est essentiel dès l'examen d'un patient vertigineux ou alléguant le symptôme vertige de différencier, éliminer toutes les causes de faux vertiges. Certaines sont peu graves, c'est l'agoraphobie psychologique, c'est le malaise de type vagal. D'autres peuvent être plus sérieuses et mimer les symptômes de vertige. Ça peut être un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Et le rôle du médecin traitant ou du médecin urgentiste est de dépister ces anomalies pour ne se concentrer que sur le vertige qu'on dit périphérique de type ORL et orienter le patient chez l'otorhinolaryngologiste spécialisé. D'accord, donc par exemple un malaise vagal, pour vous c'est pas un vrai vertige en fait? C'est ça, ça ne doit pas pousser en tout cas à venir en urgence. Effectivement, d'où l'importance en fait de l'interrogatoire où en fait c'est presque un interrogatoire policier où on va analyser les symptômes, la durée, l'intensité, ce qu'il a ressenti, et à ce moment-là, on va plus ou moins l'orienter vers d'autres spécialistes. C'est à nous de faire le point. Si à ce moment-là il y a des vrais vertiges, les vrais vertiges, ils auront accès à l'ensemble du bilan qu'on va pouvoir voir par la suite. Alors, donc là, l'oreille est en fort lien donc, avec ces vertiges. Est-ce que ça a à voir aussi avec le mal de mer, les vertiges? Tout à fait. L'oreille, comme l'a dit le docteur Elzière, c'est le niveau à bulles du cerveau. Il y a 2 niveaux à bulles. Ces niveaux à bulles vont nous donner une information sur la position de la tête dans l'espace. Et ils sont en communication avec 2 autres systèmes, qui est le système visuel, qui va aussi renseigner sur le cerveau, donc le soi sur l'horizontalité et la verticalité, et le système des membres, des articulations, du rachis, qui va également donner une information sur la position dans l'espace. Ces 3 systèmes, voilà, regarde, on voit les images, on le voit sur ce schéma. Donc le système locomoteur sur le côté gauche, le système visuel à droite et le système vestibulaire au centre. Ces 3 systèmes doivent
donner la même information au cerveau. Et sur ce schéma, on voit une des oreilles qui est barrée d'une croix rouge. Si un des systèmes donne une mauvaise information ou une information différente des autres systèmes, le vertige apparaît. Et c'est ce qui va créer le symptôme vertige. Et comme vous le disiez, c'est ce qui peut créer le mal de mer. Et donc beaucoup de patients souffrent du mal de mer. Le mal de mer, c'est rien d'autre qu'un mauvais traitement par le cerveau de l'information visuelle par rapport à l'information des oreilles. Et on sait très bien, on peut régler le mal de mer, on peut traiter le mal de mer des patients qui sont très invalidés par des séances de kinésithérapie vestibulaire, comme on le fait pour des patients qui sont instables. D'accord, alors avant d'en dire plus, je vous propose de regarder ce reportage. Nous nous sommes rendus dans le service d'ORL et de chirurgie donc de la face et du cou à l'hôpital Nord de Marseille, où des patients passent des examens un peu particuliers, donc dans un centre d'exploration fonctionnelle. On regarde. Très bien, je vais vous demander de fermer les yeux s'il vous plaît. Jeannot souffre d'importants troubles de l'équilibre depuis quelque temps. Il est victime d'oscillopsie, des sensations désagréables de voir bouger l'environnement lorsqu'il bouge la tête. En fait, c'est comme s'il avait la vision d'une caméra en marchant. Tous les objets, suivant comment je regarde, vous voyez, les objets là, ils se déplacent. Ils se déplacent à droite et à gauche. Vous voyez, là, vous voyez, là, il y a tout qui se déplace. Vous voyez, quand je regarde là, madame va là-bas, vous voyez. Mes oscillopsies me gâchent la vie. Je ne peux plus rien faire, je ne sais plus quoi faire. Je suis devenu... je suis l'ombre de moi-même, voilà. Pour mettre fin à d'importants vertiges, il avait subi une opération il y a 5 ans, une neurotomie vestibulaire, intervention chirurgicale qui a pour but de sectionner un nerf dans l'oreille. Celle-ci lui avait permis de développer une nouvelle stratégie posturale et de retrouver une situation d'équilibre. Aujourd'hui, il vient passer une série d'examens au service ORL et de chirurgie de la face et du cou à l'hôpital Nord de Marseille pour trouver une solution à ces oscillopsies. On va vous stimuler, on va vous envoyer des stimulations, ce qu'on appelle optocinétiques, alors que vous êtes déjà allé en boîte de nuit, des boules qui tournent, voilà. Donc comme ça les gens comprennent. Et donc on regarde ce qui se passe quand on vous met une stimulation. Cet appareil, appelé plateforme de posturographie, va permettre de comprendre pourquoi l'oreille interne ne joue pas son rôle de stabilisateur, en le soumettant à une série de tests, comme cette boule lumineuse de boîte de nuit par exemple, qui crée une scène visuelle en mouvement très déstabilisatrice pour le sujet. On va tester le sujet sur plateau stable, lorsqu'il dispose des informations visuelles ou non. Lorsqu'on le stimule avec des stimulations optocinétiques, on refait en fait le même test lorsque le plateau devient instable avec et sans la vision, avec stimulation optocinétique. Un ordinateur enregistre les précieuses données qui devraient permettre aux médecins de déterminer les causes de ces troubles. Dans la salle à côté, cette jeune femme vient d'arriver en urgence pour des vertiges au lit. Tout tourne autour d'elle et elle est tout de suite prise en charge par l'équipe. C'est que je vais vous basculer sur cette épaule. D'accord ? C'est possible que ça déclenche des vertiges, comme vous avez eu un petit peu tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est vous allez bien me tenir et on va partir complètement de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez atterrir avec cet œil-là contre le matelas. D'accord ? Vous essayez de tourner comme ça. On y va ? 1, 2, 3. Cette personne avait probablement des cristaux au niveau de son oreille gauche. Je viens de faire une manœuvre pour essayer de libérer ces cristaux. Les cupulolithiases ou les canalolithiases sont les causes de vertiges les plus fréquentes en ORL. Donc, ils créent des vertiges rotatoires survenant essentiellement dans le lit. Donc, c'est la cause la plus fréquente, je dirais à peu près 80% des vertiges. Et qui ont un traitement assez simple, puisque finalement, c'est simplement basculer la personne. Ces vertiges de position, aussi appelés VPPB, sont souvent bénins et peuvent se solutionner rapidement ainsi. Mais les médecins vont la revoir dans 2 jours et poursuivre les tests pour voir si d'autres causes sont à l'origine de ces vertiges. Grâce à des machines comme celle-ci, extrêmement perfectionnées et qui servent aussi à la rééducation, les diagnostics deviennent de plus en plus fins et permettent d'adapter au mieux les traitements. Dans ce service, chaque année, plusieurs centaines d'adultes sont traités. Alors, quelles sont les causes des vertiges ? Est-ce qu'il y a des causes vraiment établies ?
Alors en fait, il y a plusieurs causes, effectivement. Il y a des causes mécaniques, comme a parlé le docteur Sanjuan, les VPPB, le mot est un petit peu compliqué. C'est en fait des vertiges positionnels paroxystiques bénins ou la maladie des cristaux. Souvent, les personnes âgées connaissent la maladie des cristaux. En fait, typiquement, c'est des petits cristaux qui se situent dans les deux chambres qui sont à ce niveau-là et dans l'oreille interne et les petits cristaux vont se déplacer malencontreusement à cause des traumatismes, à cause d'un alitement, c'est-à-dire la personne est trop couchée, ils vont se déplacer dans les canaux semi-circulaires et vont donner des informations erronées. Ça, c'est la première cause qui est très importante, qui représente à peu près 40% des vertiges. Et ça, on a vu, donc on peut y répondre en faisant ce type de manœuvre. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a un symptôme, il y a un diagnostic et il y a un traitement. Et après, les personnes, on les revoit une semaine après. Normalement, il y a 90% de guérison dans ce cas-là. Le deuxième type de vertige, c'est, on peut parler des maladies de Ménière. Alors le syndrome de Ménière, ce que tout le monde craint, surtout les jeunes femmes, c'est juste le liquide qui est dans l'oreille interne, au niveau de l'organe de l'audition et de l'organe de l'équilibre. Il va se mettre sous pression pour une raison qui reste encore très discutée. Et ça va entraîner donc des signes auditifs avec des bruits dans l'oreille, une baisse de l'audition et des crises de vertige très très angoissantes. Là, il y a des traitements psychologiques, parce qu'il y a un fort contexte psychologique associé, des traitements médicaux, et on reviendra tout à l'heure avec un traitement chirurgical qui est un peu la spécialité du service. Et la troisième chose, il y a aussi il y en a plusieurs, il y a l'anévrite qui est l'atteinte du nerf de l'équilibre, qui donne des grosses crises de vertige rotatoire qui souvent touchent les jeunes, ça c'est d'origine avec un virus, et plutôt d'origine vasculaire, le vaisseau. Et puis le neurinome de l'acoustique qui est une atteinte au niveau un petit kyste qui se situe au niveau du nerf de l'équilibre et qui entraîne une sensation d'être saoul, une baisse de l'audition et des bruits dans cette oreille. Alors ça, on va y revenir justement on verra tout à l'heure. À la fin de l'émission. Mais quelle est la part justement du facteur un petit peu psychologique, si on peut dire, en tout cas pour les premières, les premiers vertiges dont vous avez parlé juste à l'instant? En fait, c'est surtout dans les cas des hydrops, en fait, des maladies de Ménière où le liquide est sous pression. On a montré, il y a des études qui ont montré qu'on a émis un facteur de stress à des souris et on a découpé après leur rocher, l'os de l'oreille interne, on a découvert la même lésion avec le liquide qui était sous pression. Donc il est reconnu qu'un facteur de stress peut entraîner des vertiges dans le cas d'une maladie de Ménière. Après, effectivement, un patient ça peut décompenser un état qui était bien compensé avant, c'est-à-dire qui était asymptomatique. Voilà, si peut-être le docteur Devez a quelque chose à rajouter. Au niveau des symptômes, oui, peut-être. Au niveau des symptômes et de l'anxiété, je pense que l'autre groupe de vertige, c'est-à-dire le grand groupe des instabilités, concerne les personnes âgées qui ont en fait un vieillissement. On connaît la presbytie pour l'œil, on connaît la presbyacousie pour l'audition. Il existe la presbyvestibuli, qui est le vieillissement de l'appareil de l'équilibration. Et pour revenir sur ce que vous disiez, les patients sont très stressés. Et comme le stress empêche en quelque sorte le cerveau de pouvoir aider ces gens à se rééquilibrer, c'est un cercle vicieux qui peut conduire une personne âgée à la chute par instabilité et par stress. Donc justement, ça c'est quelque chose sur lequel vous aimeriez peut-être insister, cette histoire de chute chez les personnes âgées. Parfois on a tendance à le prendre un peu à la légère, justement à se dire oui, les personnes âgées c'est un petit peu normal peut-être de chuter, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors Vous avez tout à fait raison, aujourd'hui la médecine évolue et beaucoup de situations que l'on croyait normales, qui sont dues au vieillissement, qui est quelque chose de naturel, sont des situations qui sont aujourd'hui réversibles. La presbytie peut se corriger, la presbyacousie peut se corriger aujourd'hui et la presbyvestibuli peut se corriger. Donc si un patient présente une instabilité à domicile, il présente un risque de chute, un risque de fracture du col du fémur qui est bien connu et avec des conséquences qui sont parfois désastreuses. Je pense que ces patients instables doivent consulter puisque une presbyvestibuli bien diagnostiquée grâce aux appareils que vous avez pu montrer dans le reportage peut être rééduquée chez un kinésithérapeute spécialisé et on peut remettre le patient sur ses deux pieds si je puis dire. Parce que quel est le rôle du cerveau, si on peut dire, le rôle du cerveau dans tout ça, par exemple, bon alors là peut-être plus dans ce qui est agoraphobie ou des choses qui sont peut-être plus légères.
Le cerveau, on l'a dit un petit peu au début, le cerveau va faire en fait la somme, c'est le grand calculateur, va calculer les différentes informations que lui donne l'oreille, l'œil et les membres, et ce cerveau fait la part des choses et donne des informations sur l'équilibration. Donc le stress va perturber cette intégration cérébrale et va entraîner un déséquilibre, et à l'inverse, c'est sur le cerveau qu'il faut travailler pour remettre un patient sur son équilibration correcte lorsqu'il présente une instabilité. Donc ceci va dans les deux sens. Le stress perturbe l'intégration qui entraîne l'instabilité. Alors, on va regarder quelques images d'examen réalisées dans votre service. Donc, vous utilisez notamment de l'eau pour soigner. Enfin, comment ça fonctionne en fait? Quel est le rôle justement de cette eau que vous introduisez dans l'oreille? Alors en fait, on va stimuler artificiellement l'oreille interne grâce à de l'eau froide et de l'eau chaude sur une seule des deux oreilles. Ça va en fait activer de façon artificielle et donc de façon erronée l'oreille interne. Donc l'information qui va arriver au cerveau va être mauvaise. Le cerveau, il va avoir un conflit par rapport aux autres informations sensorielles que donne la vision, tous les sens. Ça va créer un vertige et ça va créer ce type de nystagmus. C'est l'œil qui bat tout seul. Et on va en fait calculer simplement l'intensité d'un nystagmus d'une oreille par rapport à l'autre. À ce moment-là, on va voir s'il y a une asymétrie au niveau des deux oreilles. Mais ça, c'est juste une petite partie du bilan de l'équilibre. Donc là, vous utilisez, on l'a vu aussi, une caméra infrarouge en fait qui capte comme ça les mouvements des yeux dans le noir et qui vous donne justement cette information. Oui, toute la difficulté parce qu'en fait, le système visuel est prioritaire par rapport à celui de l'oreille interne. Et donc en fait, on efface toutes les informations visuelles pour vraiment se centrer sur l'oreille interne, sauf que finalement, l'oreille interne est directement reliée au niveau des yeux. Quand on bouge la tête à droite, les yeux vont vers la gauche. C'est pour ça qu'on doit travailler avec une caméra infrarouge dans l'obscurité. Alors, on va dire un mot sur les traitements, mais on en a déjà un peu parlé donc, en ce qui concernait les cristaux. Quels sont les autres traitements qu'on peut apporter donc, aux patients quand ils consultent donc, pour des vertiges? Alors, la difficulté, c'est qu'il existe assez peu de traitements de la maladie vertigineuse. Les seuls traitements dont nous disposons, qui sont des traitements efficaces, sont appelés vestibuloplégiques. Ils vont diminuer la mauvaise information que l'oreille donne au cerveau. Ces médicaments ne sont utiles que dans la crise aiguë du vertige. Et la problématique est que pour une instabilité chronique ou un vertige qui va se répéter, ces médicaments sont peu efficaces pour diminuer les symptômes des patients. Et c'est vraiment la kinésithérapie, la rééducation, le réapprentissage de l'équilibration qui est primordial dans la prise en charge de ces troubles. Alors, la recherche avance et c'est vrai qu'il y a des structures, on fait partie d'un consortium qui réfléchissent aux nouvelles thérapeutiques sur la pathologie vertigineuse, mais surtout la cible, encore une fois, ce n'est pas l'oreille, c'est le cerveau. Aider le cerveau à mieux s'équilibrer. Parce que justement, là, j'ai un collègue donc, à la rédaction, lui, qui prend du tanganil donc, quand il avait des crises. Et ça, c'est quelque chose qui agit voilà, sur un moment vraiment précis en fait, du vertige. Ça n'agit pas au long terme. C'est un traitement qui est uniquement temporaire, qui peut vraiment soulager les patients. Dans un vertige qui est aigu, on le donne en hospitalisation, on le donne aux patients même en ambulatoire. Ça va diminuer le symptôme vertige, mais ne va absolument pas traiter la cause et ne va pas forcément aider le patient à se rétablir plus vite. Mais ça va diminuer les symptômes vertige et on sait que le vertige est très invalidant. Il entraîne un arrêt de travail, il entraîne une perte d'autonomie aiguë d'un patient jeune et c'est quelque chose qui est déroutant. Justement, je voulais insister peut-être un peu là-dessus sur les conséquences psychologiques, si on peut dire même des vertiges. Je crois qu'il y a beaucoup de patients qui du coup sont sous antidépresseurs parfois pour affronter ça. Est-ce que vous leur conseillez des thérapies, d'être suivis par des psychologues? Tout à fait. De toute façon, c'est vrai qu'à l'interrogatoire, on perçoit un peu la souffrance, comme ce monsieur qui était filmé. Lui, il est suivi. Il y a tout un suivi psychologique. Après, il y a une relation qui se crée entre le médecin, même ORL, le médecin traitant, le kinésithérapeute aussi. On va l'adresser vers un psychologue s'il y a besoin, ou même vers un psychiatre quelquefois. Mais c'est vrai que ce vertige, c'est très très angoissant. C'est presque l'équivalent d'une difficulté respiratoire, comme si on se sentait étouffé. Donc il faut vraiment les écouter et essayer de les améliorer. Oui, juste pour compléter, c'est d'autant plus qu'on l'a vu, des études l'ont montré, le stress et l'anxiété vont inhiber le cerveau, vont empêcher le cerveau de traiter le symptôme vertige de l'instabilité. Donc si on ne va pas en amont traiter l'aspect psychologique, on se retrouve dans un cercle vicieux. Alors on va dire un mot sur la recherche. Donc à l'hôpital Nord, il existe un centre d'investigation clinique, donc le CIC, qui regroupe des chercheurs, parce qu'en parallèle avec l'INSERM, donc vous réalisez tout un tas d'études, notamment sur les vertiges. Alors pourquoi ces études? Je crois qu'il y en a une qui vient de démarrer.
Alors pourquoi cette étude? Tout d'abord, c'est, je dirais, la fonction du CHU, c'est soigner, mais aussi enseigner et chercher. C'est le rôle des CIC qui sont intégrés dans les hôpitaux et l'intégration de ces médecins, de ces équipes qui sont dévoués à la recherche clinique au plus proche des soignants permet de faciliter cette recherche. Cette recherche, elle est indispensable. Pourquoi sait-on que la kinésithérapie, c'est le meilleur traitement grâce à la recherche? Comment sait-on que l'anxiété doit être traitée grâce à la recherche? Comment va-t-on trouver de nouveaux médicaments grâce à la recherche? Donc c'est les participations des patients et volontaires. Mais l'intégration au sein des CHU, c'est leur rôle. Cette recherche clinique est primordiale si l'on veut progresser. Alors justement, je vous propose d'écouter à ce sujet Nathalie Le Sabre, donc qui est praticien hospitalier et qui mène des recherches cliniques pour le CIC. On l'écoute. En cadre des vertiges, nous devrons inclure 80 patients, personnes âgées, soit dans le cadre du CGT, soit dans le cadre de la consultation ORL. 80 patients, c'est beaucoup, donc il faut être disponible pour les appeler, pour les voir en consultation, et c'est le plus apporté par le centre d'investigation clinique. Le but d'un protocole de recherche médicale est d'aboutir à une publication scientifique qui sera publiée dans un journal médical scientifique qui permettra ensuite, donc d'une part d'agrandir la connaissance médicale et d'autre part ensuite, quand le bienfait d'un nouveau traitement est démontré, de modifier les traitements, de modifier les traitements et donc de changer les pratiques médicales pour du mieux. On en a parlé tout à l'heure, en cas d'échec de certains traitements, on peut avoir recours à de la chirurgie. Alors en quoi ça consiste justement ces opérations? Alors les opérations, elles ne sont pas systématisées, elles sont indiquées en fonction du type de vertige et du type de pathologie. Il y a plusieurs opérations. Il est vrai qu'il existe une opération qui est, ce que vous avez montré les images, la neurotomie vestibulaire, qui isole l'oreille du cerveau pour des maladies très évoluées, ou cette chirurgie de ces tumeurs bénignes, ces neurinomes de l'acoustique, qui perturbent la fonction d'équilibration et qui doivent être enlevées ou irradiées en fonction des situations. Il y a d'autres chirurgies des vertiges de l'oreille interne pour décomprimer les pressions. Donc la chirurgie, c'est au terme de l'évaluation du patient, si les thérapeutiques ont échoué, et avant tout, une kinésithérapie spécialisée avec des instrumentations spéciales, c'est le traitement de base. Justement, là, pour dire un mot sur la kinésithérapie, ça fonctionne comment? On fait des exercices un petit peu comme on a vu là, par exemple, sur des machines en mouvement ou pas du tout? On peut, en fait, ça diffère vraiment en fonction de l'étiologie de la cause du vertige. Par exemple, pour la maladie des cristaux, ça sera simplement quoi? Simplement, non, c'est difficile, mais les manœuvres qui seront adaptées à chaque canot. Après, effectivement, il y aura des travails avec les lumières de discothèque, qui est la stimulation optocinétique, ou des travails sur sol instable, pour en fait que le patient adopte une nouvelle stratégie posturale, c'est-à-dire de nouveaux moyens pour retrouver une posture et donc diminuer cette instabilité, ce vertige. Oui, les machines sont utiles à cette rééducation. Voilà, les choses ne sont pas figées, en fait. On peut les faire, les travailler dessus, quoi. Les machines que vous avez vues sont utilisées par les kinésithérapeutes qui sont spécialisés et elles vont guider la rééducation du patient. Et si le patient fait des progrès, la machine va nous le dire tout de suite. On va pouvoir non seulement guider la rééducation, mais l'orienter. Si le patient a plus besoin d'une rééducation sur les yeux pour améliorer la fonction visuelle, on va travailler sur les yeux. Si c'est donc la boule à facettes, si c'est sur les membres, la proprioception, les articulations, on va travailler sur ce point-là. Alors il faut aller voir des kinésithérapeutes spécialisés ou ça se passe comment? Tout à fait. Il y a des kinésithérapeutes qui sont de plus en plus surspécialisés dans différentes parties de leur activité. Et il existe des kinésithérapeutes vestibulaires qui ne font quasiment que ça, puisqu'ils ont besoin d'un investissement en termes de matériel. Et ces patients sont orientés sur ces kinésithérapeutes en priorité pour avoir une rééducation de qualité. Donc on est vers la fin de l'émission. Peut-être un petit mot, Maya, sur peut-être inciter donc les personnes âgées qui ont des vertiges à peut-être consulter. À aller consulter. N'hésitez pas en tout cas d'aller voir votre médecin traitant dès que vous avez une sensation de bizarrerie de l'environnement, comme une sensation d'être saoul. On a des moyens pour vous et puis on y arrivera. Il ne faut pas rester mal parce que la chute, vraiment, ça peut être très très grave. Il faut savoir que c'est une grande cause de mortalité, de morbidité et de mortalité aussi. Et puis on l'a vu, donc, dans le cas des cristaux, ça peut être soigné très rapidement. Très rapidement. Très simplement. Allez, merci beaucoup. En tous les cas, c'est la fin de cette émission. Si vous voulez réagir à l'un des sujets traités ou poser vos questions à nos spécialistes, écrivez-nous à clasanté@lcm.fr. Merci à tous les deux d'être venus nous éclairer et merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé.